Je suis Fabienne, Marie, Roch. Roch comme mon père, Marie comme ma mère. Marie, quel drôle de prénom quand on y pense. Marie pour toutes les vierges, Marie pour toutes les saintes, Marie pour toutes les reines, Marie pour toutes les servantes aussi. Marie pour ma mère, Marie pour moi, Marie pour mes filles, et pour toutes, Marie, couche-toi là. Ma seule liberté est dans ce prénom paradoxe, voué au malheur. Marie, ma mère, est née en Algérie en 1942, c'était la guerre. Mais de l'Algérie, ma mère ne m'a jamais parlé. De sa mère, Anne, ma mère ne m'a jamais parlé. Sauf pour me dire quelquefois, lorsqu'elle était en colère, que je lui ressemblais. On dit que je ressemble à Anne, ma grand-mère. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cherché toute ma vie. Adulte, nous avions exactement la même taille. Et je tiens d'elle, mes cuisses un peu rondes et mes petits seins. J'aime le sport, comme elle. Et les hommes aussi. Mais ma mère aussi aime les hommes. Et je suis brune, exactement comme ma mère. Et j'ai les yeux clairs, comme ma mère. Alors j'ai fini par penser que je ressemblais à Anne, ma grand-mère, simplement parce que j'étais la seule à l'aimer. Il faut dire que ma mère n'aimait pas beaucoup sa mère. Et que Anne, ma grand-mère, ne voulait surtout pas ressembler à Louise, sa mère. Je ne voulais pas non plus ressembler à ma mère. Jusque-là, tout allait bien. Mais un jour, ma fille, alors qu'elle passait des moments difficiles, m'a jeté un cri qui vient du cœur. Mais maman, je ne voulais surtout pas te ressembler. Alors il a fallu que je comprenne pourquoi ma fille ne voulait pas me ressembler, pourquoi je ne voulais pas ressembler à Marie, ma mère, et Marie à Anne, et Anne à Louise. Je me suis souvenue. C'était en été. Il faisait très chaud. Nous étions en Provence, chez moi. Anne était avachie dans le grand canapé blanc. Et elle s'est confiée. C'était un métis aux yeux verts. Non, elle a commencé par « Promets-moi de garder le secret ». Et j'ai promis. Je n'aurais jamais dû. Les secrets n'appartiennent à personne. En Algérie, pendant la guerre, j'ai tué un Américain. C'était un métis aux yeux verts. Tu ne peux pas savoir comme il était beau. Et puis c'est tout. Par pudeur ou loyauté, je n'ai pas posé de questions, et elle ne s'est pas expliquée. Alors oui, je l'ai vu, son Américain. Je l'ai vu vivant. Il était beau, comme un mannequin,
sur une photo de magazine. La peau brune, un sourire éclatant et des yeux verts, transparents, lagons. Le mort, il est arrivé plus tard, quelques semaines avant que j'immigre au Québec. Le jour exact de mon anniversaire, Anne est morte. Comme ça, d'un coup, d'un infarctus. Elle m'avait dit, quand je serai morte, surtout ne pleure pas, la mort c'est une délivrance, et puis, tu vois, je l'attends depuis si longtemps. Alors j'ai pleuré pour deux. J'ai pleuré pour elle que j'aimais tendrement, et j'ai pleuré pour le soldat américain, le métis aux yeux verts. Aux obsèques, il y avait ma mère. Je n'ai pas résisté. Je lui ai demandé, « Dis, maman, est-ce que tu as entendu parler de cette histoire, Anne avec un soldat américain ?» Ma mère avait l'air fâchée. Elle m'a dit, « Oui, bien sûr, j'étais là. Et puis je te prierai de pas remuer la merde. » Alors, comme je n'avais pas l'histoire, eh bien, je l'ai écrite. Nous sommes en Algérie en 1942. Elle a une petite vingtaine d'années. Les soldats américains ont débarqué le 8 novembre. Opération Torche. Au bord de son jardin, moucharabie de végétation fleurie, Anne épiait les soldats américains. Comme on regarde une fourmilière. Parce que chaque matin, ces hommes faisaient leurs exercices sur la plage. L'armée, qu'elle soit d'un pays ou d'un autre, c'est toujours la même chose. Enfin, c'est ce qu'Anne pensait avant. Mais ces hommes étaient différents. Ils semblaient plus grands, plus forts, plus jeunes, peut-être plus beaux que les Français. Ils se déployaient devant elle, innocents de ce qu'ils étaient, inconscients de leur regard sur eux, parce qu'Anne n'avait jamais vu d'Américains. Ils étaient arrivés par la mer au mois de novembre 1942. Le débarquement en Afrique du Nord n'avait duré que quelques heures. Amis, ennemis, personne ne savait. La guerre avait mis le doute dans tous les esprits. Les Français étaient devenus complètement paranoïaques. Ils se méfiaient de tout. Lors de leur toute-puissance, les Américains se sont étalés sur la terre qu'Anne croyait être la sienne. Ils ont fait leur base militaire. Le casino est devenu leur hôpital. Et les officiers ont réquisitionné les plus belles villas avec vue sur la mer. C'est ça la guerre. En Algérie, on disait que ces Américains étaient de mauvais garçons, des délinquants, des engagés. On disait aussi que les Américains aimaient les Françaises, que là-bas,
en Amérique, les Françaises avaient la réputation d'être faciles. Que les femmes françaises faisaient l'amour, pour l'amour de l'amour, sans autre considération. En fait, que les femmes françaises étaient une sorte de prostituées qui ne se faisaient pas payer. On disait même qu'elles avaient des maladies vénériennes. On demandait aux soldats de se protéger. Et pendant ce temps, en Algérie, eh bien, toutes les femmes avaient peur de se faire violer. Toutes sauf Anne, ma grand-mère. Parce que ma grand-mère n'avait peur de rien, ni de personne. Sauf de l'eau, peut-être. Elle était arrivée en Algérie 2 ans avant eux. Elle n'avait pas 20 ans lorsqu'elle a quitté sa petite ville de province en Auvergne. Elle avait pris le bateau à Marseille pour la traverser. Elle ne savait pas nager. Elle n'a jamais appris depuis. Elle venait d'épouser Pierre sans le connaître. Ils ne s'étaient vus que 2 fois et ce fut assez pour qu'ils s'engagent pour la vie. En ce temps-là, il suffisait de se plaire et les familles s'arrangeaient, si cela était possible. L'important était que les filles soient vierges, peu importe le milieu. Comme elle était heureuse, Anne, de quitter sa terre d'austérité. Parce que la vie qui l'attendait en Auvergne, eh bien, c'était exactement celle de sa mère ou de sa grand-mère. Une vie de misère, tellement triste, pas drôle. Alors oui, elle a préféré partir à l'aventure avec son inconnu, plutôt que de subir le destin tracé par sa naissance. Elle ne voulait pas être comme sa mère, ni comme sa grand-mère, ni comme aucune. Par ce mariage, elle se coupait de la pauvreté. Elle se coupait des larmes et de la sueur, du quotidien misérable des ouvriers. Son mari à elle ne travaillerait jamais comme son père chez Michelin. Elle ne subirait pas les ragots des vieilles commères. Elle n'aurait pas un enfant chaque année. Le salaire des femmes, la misère ordinaire. Parce qu'elle avait eu la chance d'épouser un officier de l'armée française, un fils rebelle de la petite noblesse déchue, libre de consentement familial car orphelin. Il l'avait choisi, en mon apparence. Coup de tête peut-être, coup de foudre sûrement. Ces deux-là se rejoignaient dans la vigueur de leur corps et de leur personnalité. Ils étaient des insoumis. Et ils se sont fait souffrir. Ils se sont trompés. Ils se sont menti. Beaucoup. Mais avant, ils s'étaient installés à Ain el-Turk, en Algérie. Une petite ville balnéaire investie l'été par de très riches Oranais. Une base militaire aussi. Les yeux de la France
sur ce côté de la Méditerranée. Leur villa, au bord de la mer, était entourée d'un magnifique jardin aux plantes colorées et odoriférantes qu'Anne ne connaissait pas. Et la propriété était suspendue à un grand escalier blanc, très long et raide, qui de loin faisait l'effet d'une échelle qui, avant de monter au ciel, s'arrêtait au paradis. Un instant le leur. Au pied de l'escalier, une plage de galets et la mer d'un bleu infini. La place était dominante et Anne se sentait forte. Ils ont eu quelques jours de lune de miel. Anne a appris à toucher un corps d'homme, les caresses qui donnent l'extase. Et Pierre a dû repartir, faire la guerre. Ils ont été follement heureux. Mais avant de partir, Pierre avait engagé un Kabyle prénommé Kader. Kader, la nuit, devait dormir sur un tapis devant la porte de la chambre d'Anne. Comme un chien, elle disait. Et le jour, il la suivait. Elle était son maître. Et elle aimait ça. Pierre avait dit à Kader, « S'il arrive quelque chose à ma femme, je t'avertis, je te tue. » Et bien sûr, Kader l'avait cru. Pour cette raison uniquement, Anne méprisait beaucoup Kader. Pierre ne respectait pas les Arabes. Quand Anne lui demandait pourquoi il leur parlait avec autant de violence, eh bien, c'était toujours la même réponse. On ne peut pas leur faire confiance. Ils sont menteurs, voleurs et pédérastes. L'Algérie, département français, étranger à la France qu'Anne connaissait. Son petit morceau de France, son tout petit morceau d'Auvergne. Ici, la grande clarté, l'eau transparente, soulignée d'écume, de rayons de lumière éclatés en confettis éparses, contrastés parfaitement avec son vieux massif, vert végétal et terre noire sur ciel bleu de plomb. Elle faisait sienne ces deux beautés, l'une triste et sévère, comme les cathédrales moyenâgeuses, construites avec l'indestructible lave de volcans. Et l'autre, beaucoup plus rieuse, folle Méditerranée, lumière échevelée au rythme des marées, secouant les senteurs d'une végétation exubérante. Alors mettez-vous à sa place. Bien sûr, elle préférait la Méditerranée. Bien plus tard, après cette histoire, elle comprendra à quel point elle avait besoin de l'Auvergne. Mais en Algérie, elle oublie tout. Elle oublie jusqu'à la silhouette de Louise, sa mère, vêtue de noir de la tête aux pieds. Ses misérables cheveux clairsemés, serrés dans un minable chignon blanc. Pas une once de maquillage depuis ses 34 ans. Parce que, en même temps que veuve, Louise était devenue vieille, irrémédiablement vieille. Vieille en une nuit.
C'était la guerre, mais il faut bien le dire, Anne était heureuse. De son enthousiasme non fin, Pierre avait émis des réserves. Elle l'a entendu toute sa vie. Tu devrais apprendre à te méfier. Parce que lui savait que le danger était partout. Elle avait bien essayé de le rassurer en lui disant qu'elle avait été élevée avec ses frères et que, comme eux, elle savait se défendre. Mais pour faire plaisir à Pierre, elle avait accepté de cacher sous son matelas un revolver. Et elle lui avait fait la promesse de s'en servir au besoin. À cette époque-là de l'histoire, elle ne savait pas qu'elle était enceinte, bien trop occupée à exister socialement. Elle voulait se faire des amis parmi les femmes de militaires, toutes plus âgées et ennuyeuses à mourir. Elle formait une petite communauté qui se recevait pour prendre le thé ou pour jouer au tennis. Anne a appris le tennis bien plus vite que les bonnes manières. Elle était décalée, jamais à sa place. Mais loin de se décourager, ni même de se vexer, elle apprenait. Elle apprenait à être une femme respectable, élégante, riche. C'est pas si facile que ça, la richesse. Il y a beaucoup de choses à savoir. Alors oui, sa richesse nouvelle, contrastée avec celle des Arabes, cantonnés dans des quartiers d'une extrême pauvreté. 20 ans plus tard, les Français d'Algérie, issus de toute l'Europe, se sont fait virer. Une main devant, une main derrière, comme il disait. Et de Française, l'Algérie est devenue algérienne. Tout ça pour dire qu'après le départ de Pierre, sauf 2 domestiques, la mère et la fille, et le fameux Kader, eh bien, Anne était seule. Elle était libre, surtout, parce que la solitude ne lui a jamais pesé. Et les seuls hommes jeunes, à partir du mois de novembre 1942, eh bien, étaient américains. Ici aussi, il est venu le temps où il n'y eut plus rien à manger. Plus de beurre, plus de lait, plus de pain. La viande, lorsqu'on en trouvait, était vendue à même le sol du souk. Le marchand chassait de ses grosses massales les immondes mouches vertes qui s'obstinaient à déposer leurs œufs étrangement charnus sur les pauvres pièces de mouton à la graisse jaunâtre. L'odeur, une odeur de cadavre. L'idée même de cette puanteur a poursuivi Anne toute sa vie. Il lui aura fallu des années après la guerre pour pouvoir avaler un seul petit morceau de viande. Faute de mieux, elle se nourrissait de couscous et de fruits. Au début de l'année 42, ma mère est née. Le premier hôpital était à Oran, à une 15aine de kilomètres. Il était bien plus facile d'accoucher à la maison. Madame Voisin, la sage-femme, s'occupait des Françaises. Les autres pouvaient bien se débrouiller entre elles.
Cela peut paraître bizarre aujourd'hui, mais à 20 ans, Anne ne savait pas comment les enfants naissaient. Elle pensait que les bébés sortaient par le nombril. Alors, quand elle a eu les douleurs et que ça s'est mis à pousser en bas, elle pensait que c'était anormal, qu'elle allait mourir. Quand la sage-femme a compris la raison de ces hurlements, elle a marmonné. « Mais idiote! Il va sortir par où il est entré. » Et depuis, dans ma famille, à chaque fois qu'une fille va accoucher, on lui dit « Il va sortir par où il est entré. » En fait, c'est censé rassurer. Le travail fut long, douloureux, comme pour un premier enfant. Mais l'enfant finit par naître. Une fille. Une fille. Malédiction. Est-ce que vous pensez une seule minute qu'Anne avait prévu d'avoir une fille? Une fille comme elle? Elle ne l'a même pas trouvée jolie. Alors les femmes lui ont bien dit que tous les enfants naissaient laids, que l'important c'était qu'ils soient en bonne santé. Mais que fait-on des filles laides? Elle n'a pas vraiment réfléchi à son prénom. Elle l'a appelée Marie. Marie comme la Vierge. Quand on y pense, en Auvergne, surtout à cette époque, les enfants étaient offerts à la Sainte Vierge. Plus par superstition que par religion d'ailleurs, pour conjurer le mauvais sort. Et l'enfant était vigoureux. Il a miraculeusement trouvé le sein de sa mère et il a tété de tout son sou pendant 2 ans. Alors Marie grossissait à vue d'œil. Mais elle était fière de pouvoir dire que ses petits seins fournissaient des litres et des litres de lait. Tant de lait qu'elle pouvait nourrir un deuxième enfant, un garçon cette fois. Entre les tétés, Anne confiait sa fille à la vieille Mouquère. La vieille Mouquère, qu'il aimait beaucoup trop. Elle la portait comme si elle était son enfant. Elle lui chantonnait des mots tendres en arabe. Alors bien sûr, Anne pensait que sa fille parlerait l'arabe avant le français. Ça lui était bien égal. L'important, c'était qu'elle puisse sortir, enfin respirer. Kader à ses trousses. Ça faisait maintenant des années que Pierre était parti. Kader et Anne avaient appris à vivre ensemble. Elle jouait avec lui à cache-cache. Elle finissait toujours par le semer. Et lui, il faisait mine de ne rien savoir, jamais, de ne rien comprendre. Mais en fait, il savait tout, il la laissait faire simplement. Il répondait à tous ses caprices. Cette guerre plongeait Anne dans un désespoir qui l'a forcée à la vie, une impuissance qui l'a poussée à la joie.
Une fois de plus, elle a traversé le jardin des délices avant que la nuit ne s'installe tout à fait. Les plantes aromatiques avaient encore avivé son désir. 100 fois, elle aurait dû se retourner en arrière, ne pas descendre l'escalier blanc sur la plage, arrêter ses jambes brunes de danser d'une marche à l'autre, et son cœur de battre au rythme fou de l'amour adultère. Mais la raison, elle l'avait perdue. Elle n'était plus qu'un corps attiré comme un aimant vers cet homme étranger, aux bras ouverts. Il était son air, sa nourriture, sa vie sans futur. L'Algérie lui faisait peur à présent, parce que l'Algérie l'avait rendue complètement folle. Après, bien sûr, elle ne pouvait pas revenir sur la faute, mais elle pouvait peut-être l'effacer, l'oublier. Sauver ce qui lui restait de respectabilité. Alors elle a essayé de dire les indicibles mots rupture, mais à chaque fois elle retournait muette, se blottir contre le corps aimé. Plus la terre saignait, plus elle était en prise avec des sentiments contradictoires. Le chaos sublimait leurs étreintes. Plus tard, un jour, elle a eu le courage. Elle est rentrée dans une de ces colères dont elle avait le secret. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne descendrai plus jamais l'escalier blanc sur la plage. Je ne respirerai plus ta peau comme une noyée. C'est fini. Et elle est partie. Elle est retournée chez elle. Je sais qu'elle s'est déshabillée. Elle faisait toujours ça. Elle se mettait en chemise de nuit. Et elle s'est couchée. Parce que quand Anne allait mal, elle se couchait. Elle dormait quelque temps, 1 heure, et puis ça allait mieux après. Mais là, elle n'est pas arrivée à trouver le sommeil. Alors elle s'est relevée pour ouvrir la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin. Écoutez. Cigale, mer, oiseau, oiseau dans les branches. Cigale, mer, oiseau, oiseau dans les branches. Cigale, mer, oiseau. Et puis des pas. Des pas. Elle savait que c'était lui. Il venait l'aimer, comme à chaque fois. Et elle le voulait tout entière, mais pas cette fois. Anne avait rompu, et Anne ne disait les choses qu'une fois. Il fallait qu'il s'en aille. Il fallait qu'il ait peur. Alors, elle est allée chercher le revolver sous le matelas. Et elle l'a menacé. « Va-t'en! Va-t'en! S'il te plaît, va-t'en !» Et lui, il avançait, les bras grands ouverts. Il était beau.
Il souriait. Elle lui a demandé encore et encore de s'en aller. Mais il avançait. Il souriait. Il n'a jamais été aussi beau. Et en fait, c'est cette beauté, cette arrogance qui ont exaspéré Anne. Et le coup est parti. Elle n'a pas eu conscience d'appuyer sur la gâchette. Lui, il a fait un pas, deux peut-être, et les grands bras sont tombés. Et le grand corps tout entier. Silence. Elle a couru jusqu'au corps inerte, respiré une dernière fois sa peau comme une noyée. Elle a mis sa tête sur sa poitrine. Et là, silence. Il était mort. Elle l'avait tué. Ma mère l'avait suivi. Elle a grippé Anne de toute la force de ses 3 ans, l'arraché à la folie. Mais Anne ne pouvait rien pour Marie. Anne n'a jamais rien pu pour Marie. C'est Kader, une main sur sa bouche, qui a étouffé ses cris de forcené, qui l'a arraché à la folie. Il y a eu procès. C'est Kader qui a menti, en jurant n'avoir jamais vu cet Américain. Le verdict ? Les militaires américains doivent respecter leur couvre-feu. À cette heure de la nuit, le beau métis aux yeux verts devait être à la caserne avec les autres. Anne a été acquittée. Depuis, c'est le secret. Et silence. Silence.